Je ne crois pas à ce moment-là parce que nous ne sommes pas à 2008. Je crois que au moins jusqu'à à maintenant, il n'y a pas une fragilité du système bancaire américain qui s'était généralisée. La réponse des autorités américaines était trop vite. C'est une question de liquidité. Les actifs de la banque ne sont pas fragiles comme il était le cas en 2008. Et il y avait de toute façon une fragilité qui était une conséquence des élévations des taux d'intérêt. Mais je n'imagine pas qu'on va entrer à une crise de type de 2008. Et il y aura une réduction de croissance aux États-Unis, à l'Europe aussi, comme on était attendu, mais sans des conséquences financières pour la région, j'imagine. Merci et beaucoup, et professeur Dr Canuto, pour ces précisions. Comme vous le savez, demain prend fin au Panama l'assemblée annuelle de la Banque interaméricaine de développement BID, une institution que vous connaissez très bien. Avant de parler de l'économie de l'Amérique latine, quelle est l'importance d'une telle réunion annuelle de la BID? De quoi parle-t-on à cette assemblée? Qui est-ce qui participe à cette réunion, cette assemblée générale annuelle de la BID? Bon, écoute, l'Assemblée annuelle de la BID est le moment de l'année où les gouverneurs de la banque, c'est-à-dire les autorités des pays partenaires, s'y réunissent. Ils entendent du président quels sont les plans de travail et donnent leurs directives. Il existe également des réunions bilatérales entre les gouverneurs et le président pour traiter des questions spécifiques à chaque pays. En général, il y a aussi des événements parallèles. Bon, cette année sera la première réunion avec le nouveau président, Ilan Goldfein. Et au cours de sa campagne et de son allocution d'ouverture, Ilan a proposé que la BID soutienne l'Amérique latine et les Caraïbes dans son rôle particulier dans le contexte mondial actuel, en fournissant une énergie abordable, fiable et verte, en plus de contribuer à la sécurité alimentaire régionale et internationale. Cela comprend la conservation de ses ressources naturelles et de sa biodiversité. À cette fin, la BID doit promouvoir le développement ancré dans des réformes structurelles et des investissements dans des infrastructures physiques et numériques durables. Maintenir l'accent sur l'intégration économique dans le but simultané de rendre la région plus compétitive, tout en renforçant le tissu social et en protégeant l'environnement. La lutte contre la pauvreté, l'amélioration des services d'éducation et de santé font déjà partie du mandat principal de la banque. Ceci est particulièrement opportun étant donné le contexte actuel dans lequel les sociétés de la région ont clairement l'impression qu'elles ne reçoivent pas de services adéquats du secteur public. Et, Docteur Canuto, c'est extrêmement important et d'autant plus que nous vivons une période post-Covid. Pendant 2 ans, l'Amérique latine particulièrement a été affectée, notamment les populations qui n'ont pas un niveau d'éducation assez élevé. Et est-ce que brièvement, vous pouvez nous dresser un tableau d'ensemble de l'économie des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes et pour cette période, je dirais, post-Covid? En Amérique latine et les Caraïbes, ensemble, la croissance économique devait reculer de 3,9% l'année passée à 1,8% cette année, à 2023.
La croissance devrait augmenter un petit peu à 2,1% l'année prochaine, mais cette évolution-là va refléter le resserrement des conditions financières, la baisse de prix des matières premières exportées et des révisions à la baisse de la croissance des partenaires commerciaux. À la région, l'inflation reste sous pression dans la plupart des pays, bien qu'elle a déjà atteint son pic. Mais la convergence de l'inflation vers les objectifs à chaque pays peuvent prendre un certain temps car plusieurs composants restent sous pression dans la plupart des pays. En conséquence, les taux d'intérêt devraient rester élevés pendant un certain temps. Les cycles de taux d'intérêt élevés n'ont pas encore été arrêtés au Mexique et en Colombie, par exemple, et il n'y a pas de clarté décision finale sur le nombre de décharges supplémentaires à effectuer. Au Chili, Pérou et Argentine, malgré la fin des cycles haussiers, il est possible que les taux d'intérêt restent à un niveau élevé pendant une période prolongée jusqu'au processus de désinflation confirmé. La croissance économique devrait ralentir. Je vais parler un petit peu aussi sur l'Amérique centrale et le Caraïbe, mais il faut noter que en Argentine, au Mexique et en Colombie, une consolidation budgétaire est attendue, malgré les attentes d'une croissance économique plus modérée et des taux d'intérêt plus bas. Au Chili et au Pérou, discussion sur l'adoption des agendas, les politiques budgétaires plus expansionnistes impliquent des risques de détérioration des comptes publics. L'agenda politique, c'est important à cette année-là. En Colombie, les discussions sur les réformes structurelles au Congrès génèrent incertitude quant à l'évolution des cadres budgétaires, pendant que le Chili fait face à un tableau similaire et en même temps des avancées dans la proposition de nouvelle constitution dont le vote doit avoir lieu cette année. En Argentine, ajustement budgétaire et macroéconomie à convenir avec le FMI qui ont été renouvelés cette semaine que passée, ça sera un programme pertinent pour les élections d'octobre. Ils font face à une résistance croissante. Et Pérou, comme on le sait, traverse un scénario de forte instabilité politique au milieu des changements d'emploi et des protestations. En Amérique centrale, la croissance devrait modérer de 4,4% en 2022 à 3,2% en 2023 et 3,5% en 2024. La croissance aux États-Unis, plus faible à court terme, pesera aux remittances, aussi aux exportations et aux investissements directs étrangers. L'inflation a atteint de record dans les sous-régions de l'Amérique centrale l'année passée, mais devrait ralentir. Ce reflète l'évolution des prix des matières premières ainsi que le resserrement monétaire. Au Panama et en El Salvador, ça c'est une conséquence directe de la dollarisation. Les perspectives de croissance modeste impliquent des progrès lents sur réduction de la pauvreté, en particulier au Honduras et Nicaragua, pays les plus pauvres de la sous-région. De toute façon, en même temps, le Panama devrait être la croissance la plus rapide de la sous-région économique, 4,5% en 2023 et 2024, soutenu par l'exploitation minière et investissement. Bon, la croissance dans les Caraïbes, à son tour, devrait ralentir pour 5,6% en 2023 et 5,7% en 2024, depuis 7,7% l'an dernier. Hormis la Guyane, qui reste dans une croissance alimentée par le boom de ressources naturelles, la sous-région fait face à de nouveaux vents contraires. Bien que 2022 ait vu la résurgence du tourisme,
aussi un net ralentissement de la croissance des économies avancées est susceptible de ralentir la reprise. Il sera plus difficile pour de nombreuses îles de riz financiers, la dette et de financer d'importants déficits budgétaires courants à cause de l'élévation des taux d'intérêt à l'économie globale. Parmi les grandes économies des Caraïbes, la croissance en République dominicaine devrait atteindre un solide 4,9% en 2023 et 2024. En revanche, l'économie haïtienne devrait se contracter la 5e année consécutive en 2023. Il reste en proie à la violence et l'instabilité, avec près d'un sur 5 années souffrant de 5 enfants, un chaque 5 enfants souffrant de malnutrition chronique. Les chiffres que j'ai mentionnés, je dirais le prospect de la Banque mondiale. Docteur Canuto, je sais que après la crise Covid, on a actuellement la crise en Ukraine qui a particulièrement bouleversé, je dirais, l'économie de plusieurs régions avec la hausse des prix de l'énergie. Est-ce que cette crise de l'énergie qui secoue particulièrement l'Europe, qui dépendait notamment du gaz russe, est-ce que la crise de l'énergie au niveau européen, est-ce que c'est la même situation pour les pays de l'Amérique latine? Non. La région était affectée de manière différente. J'explique. Les exportateurs de matières premières ont vu leur PIB favorisé, comme le Brésil, l'Argentine et les autres, tandis que les importateurs ont été négativement impactés. Ça, c'est un facteur de différence très important. En même temps, le choc d'inflation alimentaire et énergétique ont été des défis pour le pauvre dans les deux cas, pour tout le monde. Il y avait des pays qui ont réussi à compenser, par exemple, les personnes, la population affectée par les chocs, avec des transferts de ressources, transferts de l'argent par le gouvernement, etc. Pendant qu'en même temps, c'est vrai que le PIB, par exemple, du Brésil, était amélioré par le choc de prix de l'aliments et de prix d'énergie. Mais le problème général pour tout, c'était les impacts spécifiques sur les plus pauvres à cause du fait que l'alimentation et l'énergie domestique sont composants importants de leur budget, de leur budget. Budget, ouais. Et docteur Canuto, le réchauffement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. En Amérique latine, comment à la fois relever le défi du changement climatique et celui d'un développement économique, comme on dit très souvent maintenant, un développement durable? Y a-t-il de grands projets actuellement en exécution dans la région? Bon, autant que possible, la région doit se préparer et s'adapter pour les effets de changement climatique, qui sont déjà clairs à la fréquence plus grande des événements climatiques extrêmes, comme la sécheresse et les floods, l'inondation à l'Amérique du Sud, et aussi les événements aux Caraïbes. Alors, autant que possible, il faut se préparer pour ça parce que c'est la réalité au futur. En même temps, à la côté de mitigation,
la région a besoin d'arrêter la perte de forêt à l'Amazonie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grande contribution négative que la région pose pour l'agenda du changement climatique. C'est la perte d'Amazonie, etc. Au même temps, comme vous avez parlé sur les projets de développement économique, il y a les opportunités posées par les projets de green infrastructure, de l'infrastructure verte. Comme par exemple le projet que le BID, comme on a parlé, a annoncé son intention de supporter. Les projets d'infrastructure verte peuvent concilier le développement économique et le combat au changement climatique. Mais il n'y a pas à ce moment-là de grands projets en exécution dans la région. C'est une opportunité de concilier les deux agendas clairs pour la région. Un autre aspect à aborder aujourd'hui à notre émission, Dr Kanuto, la compétitivité des économies de l'Amérique latine par rapport, je dirais, aux trois principaux grands marchés mondiaux que représentent les États-Unis, la Chine et l'Europe dans son ensemble. Comment faire face à la compétitivité par rapport à ces trois grands marchés? Écoute, la compétitivité des économies de la région dépendra principalement de la réalisation ou non des devoirs en matière de politique publique. Tout d'abord, amélioration de l'environnement des affaires, c'est très important, d'investissement dans les infrastructures, d'amélioration de l'éducation et des politiques de réduction de la pauvreté. La stabilité politique et macroéconomique sera également importante. Le point que je dois renforcer, c'est que l'agenda de compétitivité dépend particulièrement de ce que les gouvernants de pays font. Ce n'est pas de dehors. Il faut faire les pays attractifs pour les investissements et l'attractivité des pays comme destination des investissements dépend particulièrement si la façon de faire de business est agréable, s'il y a minimum les infrastructures qui sont nécessaires et s'il y a disponibilité de main-d'œuvre avec le minimum d'éducation et surtout, il n'y aura pas des investissements de Paris au pays au milieu de la compétitivité s'il n'y a pas de stabilité politique antérieure et un minimum de stabilité macroéconomique. Ça dépend du pays. Restons sur le thème de la compétitivité, Dr Kanuto. La révolution numérique et technologique a changé, je dirais, les modes de production et d'échange. Comment, par exemple, l'Amérique latine se situe-t-elle par rapport, par exemple, aux pays du sud-est asiatique dans la production de biens et de services? Regarde, la transformation numérique offre de vastes possibilités d'accroître la productivité dans les activités des secteurs publics et privés. C'est bien, ça c'était peut-être la seule bonne côté de la crise de Covid. D'accord? C'était montrer le potentiel de la transformation numérique. D'accord? Mais en même temps, encore, le défi résidera dans l'éducation de la main-d'œuvre du pays, d'accord? Et les investissements d'infrastructures nécessaires. Parce que, de toute façon, la transformation numérique pourrait laisser dehors un contingent très grand de la population de la région. Il faut, je retourne tout le temps à un ensemble de leçons, de devoirs domestiques qui sont nécessaires
pour qui les pays individuellement peuvent réussir à l'environnement global. La crise du Covid, Dr Canuto, et la guerre en Ukraine ont ouvert un grand débat sur la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'économie mondiale ne peut plus continuer à dépendre des usines chinoises et du gaz russe, selon de nombreux observateurs. Cette situation ne représente-t-elle pas, Dr Canuto, une opportunité pour l'Amérique latine? Oui, c'est vrai. Écoute, il y aura des opportunités de, pardon l'anglais, mais nearshoring et de friendshoring. Ça veut dire le transfert des activités des chaînes globales de valeur pour à côté de grands marchés des États-Unis, etc. Il y aura aussi une chose qui peut devenir très importante, que c'est le power shoring. Ça veut dire tirer parti des opportunités de production d'énergie moins chères. Comme vous avez parlé correctement sur la chose de gaz de la Russie. Mais encore une fois, les devoirs domestiques qu'on a déjà mentionnés seront nécessaires pour que cela se matérialise. Parce que pour devenir des endroits pour la délocalisation des activités, il faut que les conditions d'opération au pays seraient agréables pour les chaînes de valeur. Sinon, il n'y aura pas. Dr Canuto, on ne saurait parler de l'économie de l'Amérique latine sans évoquer la présence croissante de la Chine dans cette région depuis plus d'une vingtaine d'années dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie du président Xi Jinping. C'est plus de 160 milliards de dollars investis par des entreprises chinoises pour 141 milliards de prêts aux pays et entreprises publiques. C'est de loin ce qu'accordent les institutions internationales comme la Banque mondiale aux pays de la région. Comment appréhendez-vous, Dr Canuto, cette présence chinoise dans l'économie de l'Amérique latine? Mais écoute, les investissements chinois dans la région ont diminué ces dernières années, en termes de volume particulièrement. Et il y a eu aussi une reconfiguration sectorielle. Moins d'emprunts pour sécuriser les approvisionnements en pétrole et en cuivre, moins d'emprunts, mais qui étaient partiellement compensés par des investissements chinois dans les infrastructures et les services. Il faut observer que ces investissements ne concurrent pas ce qui peuvent faire les institutions internationales ou les autres investisseurs. Ils sont en addition. On doit regarder comment est-ce que la rivalité entre les États-Unis et la Chine au milieu international peuvent avoir des conséquences à ces investissements. Et pour terminer, Dr Canuto, les investissements directs chinois, les prêts à des entreprises dans la région, ça va quand même favoriser le développement de certains secteurs clés de l'économie. Mais est-ce que ces pays ne doivent pas se méfier de ce qu'on appelle le piège de la dette? D'accord. Écoute, il y a deux côtés à ce question-là. Le risque de piège de la dette dépendant aussi de la qualité de la gouvernance politique et macroéconomique du pays. Du côté chinois, le risque de perte a déjà augmenté le poids des questions sociales, environnementales et de gouvernance aux orientations que le gouvernement chinois donne à ses investisseurs. Ils ont perçu, écoute,
la Chine elle-même, que les pertes sont mutuelles quand ces aspects ne sont pas considérés. L'expérience chinoise à l'Amérique latine, à l'Afrique et à ses voisins asiatiques a laissé ça clair pour eux-mêmes. Même si ça vient un peu plus tard que ce devrait être. Les risques social, environnemental et de gouvernance doivent être considérés aux deux côtés. Et la Chine a appris des leçons avec. Demander aux Chinois s'ils n'en vont pas parler, mais ils savent qu'ils vont perdre beaucoup de l'argent comme ils ont perdu dans certains investissements à l'Asie et à l'Amérique latine aussi. Bon, probablement, ils ont fait un investissement à caractère politique en Amérique latine. Merci extrêmement et vraiment, vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir eu aujourd'hui pour parler de l'économie de l'Amérique latine au moment où s'achève, docteur Otaviano Canuto, la réunion, l'Assemblée générale de la Banque interaméricaine de développement au Panama. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Avec Ok, plaisir. au revoir.